Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ensemble pour la deuxième partie de cette matinale. Si vous avez déjà regardé la première avec Tiki Édition, juste avant, on continue à vivre des aventures passionnantes avec de nouveaux invités exceptionnels puisque nous avons avec nous Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Martin. Nicolas Dolema, mais également Renaud, également Dolema. Bonjour Martin. Et Olema, Bruno. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Et Bruno également. Pour une petite émission pour parler du nouveau jeu qui arrive chez Olema, mais pas que. On va s'attarder évidemment sur cette année incroyable. Vous voyez le menu qui n'est pas à jour parce qu'entre les deux émissions, je ne l'ai pas mis à jour. Hop, je le fais ici en direct, en bas de l'écran. On va vous parler, on va refaire un petit fil rouge, on va continuer notre fil rouge pendant toute la semaine. On vous parle des Jeux Olympiques de Milano Cortina. Ça commence ce soir au moment où on enregistre avec cette cérémonie d'ouverture que vous allez évidemment regarder avec beaucoup de... Qui regarde la cérémonie d'ouverture ? Moi, je regarde la cérémonie d'ouverture. C'est tout. Ouais. Moi, je vais regarder. Non, moi, je regarde les Jeux Olympiques, mais les cérémonies d'ouverture, globalement, ça m'ennuie Alors, je regarde de profondément. loin. Moi, je suis derrière mon ordi, je fais des bricoles et tout ça, mais en fait, j'aime bien les événements collectifs. J'ai toujours aimé ça, quel qu'il soit. J'aime bien quand un fait d'actualité nous réunit d'une certaine manière, construit notre culture commune. Donc, j'aime bien savoir ce qui se passe. Des fois, j'ai le souvenir de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres. Ah oui, qui m'avait fasciné. Donc, Mr. Bean était tellement parfait. Ouais. Et les Spice Girls. Et James Bond 2024, c'était pas mal non plus. Je l'aurais loupé pour rien au monde. Je suis curieux de découvrir. Il paraît que ça sera pas mal. Je voulais finir sur une note de frustration parce que les jeux sur le biathlon, qui est un sport que j'adore personnellement, ne m'ont jamais enthousiasmé. Alors j'ai cherché, les jeux qui existent le plus connu actuellement, c'est Biathlon Crystal Globe, qui est disponible en version française d'ailleurs, mais j'avoue que je me suis un peu ennuyé moi en y jouant, je suis pas si fan. Le biathlon est un sport extraordinaire dans la mesure où il est éminemment ludique, il mélange deux activités qui ne vont pas a priori forcément ensemble, quoique il y a une tradition un peu guerrière d'ailleurs. Un peu comme l'aquaponie, c'est pareil. C'est moins télégénique quand même l'aquaponie. C'est un sport de chasseur alpin à la base, c'est-à-dire c'est militaires qui, d'ailleurs souvent les biathlètes sont militaires puisqu'ils profitent aussi de structures de l'armée française pour pouvoir exercer leur sport dans un cadre qui leur permet de cotiser, enfin tout ça quoi. Et donc ce sport-là mélange le ski de fond et le tir à la carabine comme dans les meilleurs James Bond. C'est hyper ludique. Combien de médailles pour la France au JO en biathlon ? Combien d'épreuves déjà ? 11. Il y a 11 épreuves. Oh, dis donc, il y a un truc que je ne savais pas. Il n'y a que 3 relais. Il n'y a que 3 relais. Le relais mixte. Il n'y a pas le relais mixte, contrairement au championnat du monde. Ouais. Donc combien de médailles Donc ça fait 11 x 3. Non, 8 x 3, 24, plus une médaille par relais, il y a 27 médailles potentielles. 27 médailles potentielles. Je suis incapable de te répondre. En fait, la difficulté de l'analyse de cette réponse, c'est que les Jeux se passent en Italie et que c'est l'année où les Italiens sont incroyables. Ouais. Donc en fait, d'habitude, on se dit, bon, ça va se partager entre la France et la Norvège. D'habitude, enfin depuis 5-10 ans, ça se partage entre la France et la Norvège depuis la baisse de l'Allemagne dans cette compétition. Je peux être très très précis, je vous préviens. Je peux y passer je suis en train de me dire qu'on va peut-être perdre notre audience. Mais les fans de biathlon, du coup, sont accrochés. Et donc, allez, on va dire... 27 une dizaine de médailles. Je suis pas très, je veux pas aller trop loin. Je serais content à 10 moi, si tu veux. Ça serait fou. C'est déjà beaucoup. Ok, on en reparle dans 2 semaines. Et toi, t'as une estimation ? Ouais, moi j'aurais dit un peu plus. Je suis un peu plus 10 médailles, gourmand, c'est énorme. On a fait 14 au dernier championnat du monde. Alors on va dire 14. Ouais. Ça me paraît beaucoup. On verra. On fera le bilan. Je t'appellerai. Avec plaisir. Je ne demande pas mieux. Quel est ton biathlète préféré ? Ouais, moi, la biathlète préférée, c'est celle qui a été prise la main dans le sac sur les histoires de vol à la carte bleue cette année. Donc très critiquable, mais je suis fan de Julia Simon. Ah ouais. Et chez les hommes ? Bon, Eric Perrault, il est numéro 1 mondial, c'est un Français, on l'aime bien. Ah ouais. Moi je suis celle qui a été victime de la prise de la main dans le sac. Ah ouais. Moi c'est Justine Brezas que j'adore. On va arrêter ce podcast ici, c'est gênant. On sent la tension, l'électricité dans l'air, ouais. Non, j'aime beaucoup Justine Brezas. Et puis Eric Perrault, je suis d'accord. Bruno, Renaud, vous serez sympa, vous bosserez votre biathlon pour la prochaine matinale où vous êtes invité. Mais Nicolas est fan de biathlon. Non, mais c'est gênant. Si on est 4 après à parler passionnément comme ça, on sera ça devient un café du commerce. Un monde de jeux et de biathlon, moi. On fera une session spéciale. Et puis chez les femmes, Justine Brezas, on l'a déjà dit, mais Lou Jean Monod, c'est une fille du coin, elle habite à Pontarlier, juste à côté. Donc évidemment, on sera à fond derrière Lou Jean Monod, qui a déjà quasiment gagné le championnat du monde cette année, mais qui espère repartir avec une médaille, ce serait tellement chouette.
pour elle. Donc il y a eu plusieurs jeux sur le biathlon et je suis frustré parce que souvent on règle, tu sais, cette différence entre la course, alors qui va se jouer de manière avec des systèmes d'aspiration, tout ça, et on arrive sur le champ de tir et là, prise de risque, on jette des dés. Non mais non, je m'ennuie moi en fait, ça m'amuse pas tant que ça. Et je suis un peu déçu, c'est tous les jeux de biathlon que j'ai cherché alors que ce principe est tellement ludique, je vous en ai montré quelques-uns, j'ai pas trouvé de jeux qui m'ont incroyablement séduit, auxquels j'ai envie de jouer. La couverture de celui-là est super. Hein, mais si tu voulais, retranscrire la sensation du tir, en fait, il faudrait faire un jeu de pichenette. Non mais sérieusement. Sérieusement, ça j'ai envie. Je me suis dit la même chose en même temps. Ouais. L'auteur, l'éditeur, l'illustrateur. Ouais, mais pas de marché. Il n'y a pas de marché. Comment ça, il n'y a pas de marché? Arrête, on fait une émission, on invite Jean Monod et Eric Perrault, ils viennent évidemment, ils disent un monde de jeux, waouh, j'arrive. On essaye les carabines, tout ça, on passe un bon moment. Rien que pour ça, si tu veux, il n'y a pas de marché, on s'en fiche. Mais non, mais c'est vrai, tu fais un jeu de cartes. Et derrière, il y a de la pichenette, et franchement, ça s'éclate. Moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de jouer à ça plutôt que de lancer des dés. Je m'en fous, moi, de lancer des dés. C'est rare qu'on casse des jeux en direct dans cette émission, mais j'ai envie de jouer à un jeu de biathlon. Parce que ce mélange des deux est tellement chouette. Mais il y a des jeux, est-ce qu'il n'y a pas des jeux qui existent qui mélangent deux trucs complètement différents? Alors, j'ai pas préparé la question, Ouais, mais la réponse est oui. La réponse est sûrement oui. Tu sais, il y avait ce jeu d'Enki Bilal qui a vraiment existé, qui mélange la boxe et les échecs. Oui. Ouais, le chessboxing. Ouais. Ça, je suis pas candidat, moi, j'ai pas plus envie de... Bon, ça dépend par quelle épreuve on commence. Et puis derrière, on se creuse la cervelle. Pictures. C'est quand même un jeu de société qui mélange 5 mini-jeux. Ouais, Cranium dans ce cas-là. Ouais, il y a Cranium. Oh les mains. Du mime, du chant. Ah ouais. Enfin, c'est des catégories de devinettes, là, c'est les jeux de devinettes. Non, mais vraiment, tu vois, un jeu, c'est Agricola, enfin, tu es en train de récolter des ressources, et au milieu, tu as de la rapidité, il faut taper sur la table. Ah, on veut ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on veuille ça. Bon, cherchez sur le chat. Ça pourra faire un fil rouge sur une prochaine semaine. D'ailleurs, merci Bruno, tu nous as envoyé des propositions de fil rouge que je garde. Ah, ok. Qui sont super chouettes. Cool. Je les ai pas enchaînées parce qu'on venait de faire un fil rouge avec des photos. Je me suis dit, je vais pas le faire, je vais faire des types différents. Mais sachez que Bruno Catala participe aux réflexions sur ce qu'on peut faire sur ces émissions. Et de très bonnes idées qu'on fera dans les semaines qui viennent. On va peut-être parler d'Olema, qu'est-ce que vous en dites? Bon, parlons d'Olema. On peut faire ça. Enfin, ça dépend. Que disent les gens? Est-ce qu'ils veulent qu'on continue 1 heure sur le biathlon? Je crois pas. Je t'inviterai pour une émission spéciale. Allez, avec plaisir. Sur le biathlon. Avec le chapitrage, maintenant, on peut s'attarder sur des thèmes. Ce que les gens aiment bien aussi, c'est de nous voir passionnés. Et là, je pense que vous avez été servis. Alors, année incroyable sur Olema, puisque vous avez sorti une nouveauté. On connaît le succès du jeu d'origine, le jeu éponyme, Olema, qui continue à très très bien se vendre, qui a toujours une actualité. Qui a une actualité? Non, cette année, il n'a pas d'actualité. On était sur un format 30 € à l'origine sur Olema. On l'a fait passer l'année dernière en 20 €. Et donc, avec un contenu très peu diminué. Juste, on a rogné sur les marges de tout le monde. Mais donc, du coup, on l'a sorti l'été dernier. Et on a sorti à Noël la version famille exactement sur le même format de boîte. Et donc, du coup, on a cette gamme de jeux à 20 € qui a été réédité et qui fonctionne encore très bien, donc c'est très très chouette. La version belge va aussi passer sur ce format-là cette année, enfin voilà, donc une petite actualité. On n'a pas prévu, on va parler du reste de l'actualité de Olema, mais du coup cette année on n'a pas prévu un nouveau tome de Olema. J'ai une question sur le temps de travail que ça, quand on a un best-seller comme ça qui existe, qui est bien installé. Souvent, quand on reçoit les éditeurs, on s'imagine qu'ils sont à 100% sur un nouveau projet, sur ce qui va sortir derrière, et on ne se rend pas compte que faire vivre un jeu qui est déjà au catalogue, ça prend en réalité beaucoup de temps. Tu arrives à évaluer le temps de travail que vous passez encore sur une année comme ça, sans actualité, sur un jeu tel que Olema? Il y a des choses que tu fais plus quand ton jeu il est installé, par exemple les festivals où Renault va beaucoup, ou pour ceux où on peut pas aller, ou juste on envoie des boîtes, ils sont pas très preneurs de jeux qui sont déjà sortis depuis 3-4 ans parce qu'ils veulent aussi de la nouveauté. Donc il y en a, donc tout ce travail-là d'animation physique on le fait plus. En revanche, de l'animation sur nos réseaux sociaux et faire des campagnes digitales, on passe à peu près le même temps sur Olema que sur DJ7, tu vois, parce qu'en fait, ton visuel, au bout de 3 semaines, il a été vu et revu, et donc du coup, il faut le renouveler. Et donc, vu que nous, on communique sur les jeux qui se vendent,
peu importe qu'il soit sorti il y a une semaine, il y a un an ou il y a 3. Et donc du coup sur les mains, il y a quand même encore un peu de boulot marketing. En revanche là, vu qu'on se dit il n'y a pas spécialement d'actualité à venir sur 2026, non, il n'y a pas de création de contenu. Et après, les mains, la particularité, c'est que c'est moi l'auteur. Donc bon, les discussions entre moi et moi-même, elles vont assez vite si jamais il n'y a pas besoin de faire des réunions. Tu fais des vidéos quand même tout seul tout seul devant ma glace. Et souvent, ça se passe assez bien. Il y a un vote positif. Non, il y a toujours Renaud qui n'est pas d'accord avec moi après, et du coup, il faut tout changer. Déjà 10 millions de quoi, j'arrive pas à lire. De joueurs, non, c'est pas... Par rapport à l'appli aussi, c'est ça ? Notamment à l'appli. Sur les boîtes, on se rapproche des 400 000. Là. Donc 400, c'est déjà pas mal. Moi, je suis... attends, on a Bruno à côté, donc du coup, il va dire, 400 000. Non, c'est un lundi. Tu rigoles, attends, non, c'est énorme. T'en as combien des jeux qui ont passé les 400 000, Bruno ? 3. C'est déjà énorme en fait dans une carrière, mais peut-être plus, mais en fait, je veux dire, sur 200 jeux, ça se compte sur les doigts d'une main, de toute façon. Enfin, tu vois, c'est. Moi, c'est 100% de mes jeux, Bruno. Ouais, c'est ça. C'est la différence, c'est le talent. C'est ça. 100% de tes jeux parce que tu en as qu'un. On précise. Et là, tu parles sur lequel tu es auteur. Absolument. Du 100% contre du. Tu dis 200 jeux, tu dis ? Ouais, 200 publications. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoute, c'est pas un concours à celui qui en fait le plus, toi, il vaut mieux en faire qu'un qui se vend. Non. Attends, arrête, les gens qui font qu'un truc, regarde Born to be Alive. Il n'y a eu qu'une chanson, c'est Patrick Hernandez, c'est ça, le chanteur. Là, il continue à toucher des royalties incroyables. Parlons de Born to be Alive. C'est un autre chapitre. Je vais perdre Nicolas. Tu parles de toutes mes passions. Digi7, donc c'est l'autre jeu qui est deuxième énorme succès. C'est arrivé en fin d'année dernière, finalement. Il est arrivé en fin d'année dernière, presque trop tard pour réussir un bon Noël, et malgré ça, il a quand même réussi un bon Noël. On est très fiers. On est très fiers du lancement de DJ7. Oui, parce que moi j'ai vu des boutiques qui disent que c'est leur meilleure vente sur le mois de décembre. C'est fou ça. En fait. Il y en a même qui disent que c'est les meilleures ventes de l'année. C'est vrai, juste en un mois. Juste en un mois. C'est incroyable. Ce qui est assez fou. C'est incroyable ce succès. On ne pensait pas. Enfin, si, on espérait un tel ramener parce que nous, ça nous a tout de suite séduit. Il y avait tout ce qu'on aime dedans, du blind test, du jeu de mots, de la culture de la référence et des chansons que je connais. Ce qui n'était pas donné. Ouais, mais même celles qu'on connaît pas, c'est pas désagréable en fait. Alors qu'il y a certains jeux comme ça de quiz musicaux où je m'ennuie sur celles que je connais pas, mais là du coup on essaye, on écoute, on tente de trouver quand même malgré tout, on peut trouver, alors quand tu dois trouver le nom du chanteur ou le nom de la chanson et que tu connais pas du tout, t'es juste absent en réalité. Mais là c'est un plébiscite dans les commentaires, j'arrive pas à tout lire parce que tout le monde s'est chauffé, mais je lis j'en ai offert 5, j'en ai acheté 5 à Noël de DJ7. Ça fait plaisir ça. Non, ce qui est très chouette sur DJ7, au-delà du succès commercial, c'est que je trouve que l'idée qu'on avait de quelle était son utilisation, c'est exactement ce que les gens en ont dit. De dire mais c'est un jeu, j'y joue avec des copains qui sont pas fans de blind test, mais c'est un jeu où moi d'habitude je perds et je me suis régalé parce qu'il faut être malin, etc. Mais c'est exactement ce qu'on s'était dit, de pourquoi il nous plaisait, c'est que c'était enfin un jeu de blind test qui, pour les gens qui sont fans de blind test, ils sont quand même meilleurs, il n'y a pas de spoiler, si t'es très fort tu vas quand même être fort, mais si en fait d'habitude t'aimes bien écouter la musique, et s'il est pour toi, etc., et donc il renouvelle quelque chose. Je vois plein de questions, il va falloir qu'on y réponde, mais ouais, donc on est très fiers parce qu'on se dit punaise, on a travaillé un truc en se disant c'est ces gens-là qui vont l'aimer, c'est pour cette raison-là qu'ils vont l'aimer, et après tu sais pas ce qui se passe quand tu sors un jeu, enfin toi t'en as sorti 200, donc du coup tu vois bien parfois un jeu il est attrapé et on sait pas, oui, mais tu sais jamais avant. Et là punaise, c'est exactement pour les raisons qu'on pensait qu'il était chouette qui fonctionne, et donc on est très fiers, on est très très fiers. Et donc oui, en 2026 il va avoir quelque chose sur DJ7. Est-ce que ça sera DJ8 ou pas encore franchement, si ça ne tenait qu'à nous en termes de jeu de mots, je pense qu'on pourrait l'appeler DJ8, mais Blackhawk nous a fait comprendre que tu peux faire DJ7 non, je pense qu'il s'appellera DJ7 la suite, ou selon s'il y a un thème prononcé dans la boîte. Il pourrait y avoir un thème prononcé dans la boîte. Il y a des discussions. C'est un travail. Michel Jonas. La mineure. C'est un travail d'auteur colossal en fait, DJ7. Et c'est pour ça qu'il y a que 80 cartes, c'est pour ça qu'il y a que 7 chansons et que c'est pas un random, parce que c'est d'une complexité de trouver 7 chansons équilibrées, un peu de films, pas trop de films, de l'anglais, du français, etc. Là, ça fait 2 mois à temps plein que les 2 auteurs sont dessus parce que eux-mêmes sont hyper excités du succès que ça a eu, et en 2 mois on est
j'espère qu'il n'y aura pas cette matinale, mais on est loin d'avoir fini. Enfin, tu vois, en termes de qualité du contenu, on n'est pas encore du tout au niveau du 1, alors que nous, notre promesse, c'est de faire un jeu tome 2 qui sera mieux que le 1, parce que tous ces gens-là là, qui sont en train de demander quand est-ce que le tome 2 sorte, ils vont l'acheter dans la première semaine, et si le jeu, il est pas bien, et bah, il va rentrer au placard et ça va même générer du bad buzz sur le 1. Et donc nous, on ne sortira pas de jeu 2 s'il n'est pas au moins aussi bien que le 1. D'ailleurs, on va faire un appel à candidature, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je te mets en gros plan. Ah là là. Non, mais on en parlera d'ici Cannes, mais je pense que vu qu'on a tellement de gens qui nous ont dit mais nous on a trop envie de donner notre avis, on a des idées, on a des machins, on se dit bah franchement utilisons-les ces gens-là. Utilisons-vous. Vu qu'on a 2 auteurs en burn-out, non mais pas vraiment pour dire on va, mais de dire, je pense qu'on administrera un questionnaire sur nos réseaux et dans les festivals, tu vois, un truc facile pour que les gens répondent. C'est vrai qu'on a tous envie de créer une carte. En fait, tout le monde dès qu'il a joué au jeu a envie de bricoler sa propre carte. Soit créer une carte, mais créer une carte c'est compliqué quand même. Et auquel cas on dira cette carte a été créée par Martin. Si jamais vraiment on a des gens qui créent toute une carte, évidemment que on les mais ne serait-ce que de leur dire est-ce que tu as plutôt envie d'avoir de la musique française ou internationale, de la musique récente ou en fait tu as envie de redécouvrir des vieux thèmes, est-ce que tu as envie que voilà, des problématiques qu'on se pose nous aujourd'hui, de leur poser des... On sent l'excitation de Nicolas dans sa voix, mais attends, et Renaud parle pas, mais lui il est chaud patate. Vas-y, parle pour montrer l'excitation dans ta voix, Renaud. C'est la... non, ce jeu est... Franchement, c'est incroyable de voir à quel point les gens adorent ce jeu. Et donc, on a envie de continuer à prolonger l'expérience. Alors, en fait, mais c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? C'est beaucoup plus dur que les mains. Ce que tu nous as dit en off aussi, c'est le fait que la problématique des fameuses cartes goodies, le fait que c'est difficile de proposer une carte si jamais elle n'est pas à la hauteur, ça vous embête parce que ça va donner une mauvaise image du jeu, et si elle est super bien, ça vous embête de la proposer en goodies parce que vous avez envie de la mettre dans la boîte. C'est l'exemple de Cannes. Est-ce que tu fais, pour tous ces gens-là qui vont venir découvrir Vision et qui vont commencer par nous dire je me suis éclaté à 18-7 pendant les vacances, si tu leur donnes une carte goodies, ça va leur faire super plaisir. Mais soit elle est suffisamment bien pour être dans une boîte et donc dans les faits c'est quand même dur, donc on va la mettre dans la boîte derrière et donc ils auront jamais que 6 mois d'avance sur les autres et donc ils auront plus que 79 cartes dans le jeu final. Nul. Soit elle n'a pas le niveau d'être dans une boîte et donc j'ai pas envie de la donner toute seule parce que sinon, l'exemple c'est Marie, elle nous a beaucoup touché en décembre parce qu'elle nous disait, elle en a vraiment parlé tous les jours à dire ce jeu je l'ai déjà fini, je vais l'amener à Noël mais moi je serai que DJ parce que j'ai déjà fini, etc. En tant que membre du jury. Et du reste, elle nous a envoyé une photo, elle l'a acheté 8 fois pour Noël pour toute sa famille, donc c'était assez chouette. Et on lui a fait une carte spéciale Marie, elle y a joué sur la chaîne d'un monde de jeu, pas du tout d'un monde de jeu, déjà non, elle a une autre chaîne. L'enjeu c'était cette carte-là, c'est donc Marie quelque chose, toutes les réponses c'est Marie plus quelque chose, et on a quand même eu une exigence de dire si on offre à quelqu'un une carte en te disant tiens elle est personnalisée, elle est que pour toi, et qu'en fait il s'avère qu'elle est moyenne, le fais pas, n'offre pas cette carte, tu vois. Et donc il est possible qu'il y ait Marie quelque chose qui se retrouve dans la boîte du top 2 du coup, parce que vraiment elle était bien cette carte, mais et c'est dur de trouver de personnaliser un truc et qu'il soit bien, enfin il faut qu'il soit très bien, donc on est en pleine réflexion, il se passera quelque chose cette année, plutôt sur la fin d'année parce qu'on a quand même du boulot. Mais moi je voudrais des cartes blagues qui soient pas dans la... En fait c'est ça le problème, c'est qu'il faut les proposer à des publics très très limités juste pour déconner, mais j'adorerais une carte où toutes les chansons sont faites à la voix par Bruno Catala, tu vois. Et tu dois quand même les trouver par rapport au thème en jeu de mots, ce genre de truc tu peux pas le mettre dans la boîte en réalité, mais ça me ferait marrer. Évidemment je comprends les problématiques et je vous impose pas ce genre d'idée, mais j'adorerais en fait la carte blague. Non, en tout cas, on a la chance, c'est que la musique, il n'y a finalement pas tant de jeux que ça. Nous, on réunit aussi la technicité d'être capable d'avoir une page web sur laquelle tu peux mettre le son que tu veux, et donc en fait, en effet, on peut en faire plein des trucs comme ça, de se dire... moi, j'étais persuadé que si on enregistrait et qu'on mettait hyper aigu en mode voix des mignons, tu sais, on pouvait faire deviner les chansons. Bon, en fait, ça fait un flop à chaque fois qu'on testait. Mon idée, j'étais sûr de moi, ça faisait un flop. Mais en tout cas... travailler tout ça et pour jouer sur le son grâce à la page web, etc. Il n'y a que nous qui le faisons, et donc je pense qu'on a des... Tu passes les chansons en 78 tours, ça marche. Ou alors la carte bourrée avec que des jeux de mots sur l'alcool et chanter. Non mais vas-y Martin, on va éteindre la caméra après, puis on va t'asseoir à une chaise et on va écrire des cartes, t'inquiète. On te donne un stylo, un papier et c'est parti. Toi t'es officiellement recruté. Regarde, tu vois. Vas-y pour le bois qu'on traverse. C'est Yves Bouteille. Parfait. Bien sûr.
Non, on va pas lui donner un stylo. Il va nous dicter, on verra si on n'écrit pas. Oui, c'est Zik qui fait un peu ça, ce jeu qu'on a beaucoup joué nous à l'oral au chalet, mais le fait de faire des jeux de mots avec les noms des personnes, c'est pas toujours très élégant, pardon. On va parler d'un autre jeu, on a beaucoup parlé de DJ7, mais votre enthousiasme et communicatif. Fin d'année, là on peut parler du début d'année. En fin d'année, donc nouvelle boîte. Ouais. C'était sorti quand le premier? C'était novembre. Donc ça sera la même chose, ça sera le 7 novembre aussi? Alors, Renaud adorait parce qu'il disait à tout le monde DJ 7 novembre. Non, le 7 novembre n'étant pas un vendredi cette année, du coup, ça sera pas le 7 novembre. Le 7 non, octobre. on va essayer de le sortir un mois plus tôt au moins, parce que le problème du 7 novembre, c'est que quand le jeu cartonne et que le 10 novembre, tu te retrouves à faire un reprint, c'est quand même short pour le relivrer pour Noël. Donc non, on va essayer de se prendre un petit mois de marge au moins, un mois de marge, c'est pas dans longtemps. On continue avec DJ 8, le 8 du 8. Oh là là. Attends, tu vas séduire Renaud là. L'an dernier, on m'a reproché le fait que ce soit pas le 7 juillet la sortie. Pour que ce soit 7-7, bien sûr. Un nouveau jeu qui arrive avec du Bruno Catala dedans et du Florian Siriex également, les deux auteurs de ce nouveau jeu, Vision. On vous en parle aujourd'hui et vous en avez peut-être pas forcément entendu parler. On va le poser ici, regarde, ça va être magique. Et paf, regardez, il arrive. Je vais zoomer un peu parce que j'ai dézoomé pour le jeu précédent. Et là, on va pouvoir rezoomer pour celui-ci pour le voir de plus près. Est-ce qu'on voit à quel point la boîte est magnifique avec du brillant sélectif? Je crois qu'on va le voir là, regarde. C'est beau. Beauté. Regardez-moi cette boîte illustrée par Sepio qui a du brillant sélectif. Maintenant, c'est la moindre des choses de mettre du brillant sélectif. Ouais, mais la moindre des choses, c'est qu'il y a du brillant sélectif. Je regarde la totalité des cartes. Regardez-moi ces beautés. Non, c'est Pio a fait Les auteurs ont fait un travail très correct, mais l'illustratrice... non, je rigole. Il y a un travail de tout le monde qui est magnifique. Ah oui, moi je fais n'importe quoi avec le retour pour montrer les cartes. Voilà. Alors, on est sur un jeu, vous avez beaucoup sorti de jeux jusqu'à présent qui utilisent un peu notre culture générale. Culture générale accessible, mais de la culture générale quand même, connaissance en chansons, en titres, en film, en plein de choses. L'avantage, c'est que de toute façon, comme Florian et moi, on n'a pas de culture générale, là, il fallait faire autre chose. Là, on voit les auteurs, on se dit ça peut pas être de la culture générale. Il y a très peu de chance. Bruno Catala, Florian Siriex, bon... Un peu de repos pour les C'est pas pour du les tout gens le cas, cultivés. On change de catégorie. Qui en parle? Je te laisse... Ouais, je pense que j'allais dire... c'est un petit jeu de cartes, dans un univers onirique dans lequel chaque joueur va composer carte après carte 2 rêves, donc 2 files de cartes avec un système de pose très simple. Puisque à ton tour, si tu veux agrandir un rêve, il faut que tu poses une carte qui possède soit le même environnement, donc la même couleur, soit le même sujet, c'est-à-dire le même symbole que la carte précédente. Et donc tu essayes de faire le rêve le plus zen possible, puisqu'en fin de manche, chaque rêve te rapportera un nombre de points qui va être égal au nombre de cartes de ta meilleure couleur multiplié par le nombre de cartes de ton meilleur symbole. Et là-dessus se rajoutent des petites possibilités qui sont de faire ce qu'on appelle un reflet, c'est-à-dire quand en vertical tu as 2 cartes qui partagent un caractère commun, soit la couleur, soit le symbole, tu vas avancer sur la piste de reflet, ce qui te fait des petits points bonus. Tu peux faire des échos, c'est-à-dire que quand dans un même rêve tu vas poser 2 cartes strictement identiques, tu vas pouvoir rejouer tout simplement, et parfois tu vas soit par obligation soit par choix pouvoir faire un cauchemar, c'est-à-dire que tu vas poser ta carte face cachée, et du coup quand tu poses une carte face cachée, tu vas piquer une carte à un adversaire dans sa main, etc. Donc voilà, des règles hyper simples, des parties généralement assez tendues, un univers graphique agréable et coloré, et voilà, donc un petit jeu qui va tout seul. Un petit jeu très simple à expliquer, et là on voit le côté très familial. C'est ça. C'est un peu ce qui manquait dans votre catalogue, j'ai l'impression, Renaud. Ouais, effectivement, on était experts en jeu d'ambiance et on le fait bien, et là on voulait étoffer un peu, avoir des jeux plus familiaux qu'on puisse ressortir à l'infini et qui soient un peu le rendez-vous du soir en famille, on va dire. Et donc là, c'est quand Florian m'a montré ça, j'ai tout de suite adoré le jeu. Il me l'a montré l'an dernier à Cannes en disant non, j'ai rien en ce moment, juste on va parler. Le coup classique, il connaît notre truc, c'est fou ça. Exactement, c'est non, j'ai rien, mais dans le doute, on prend rendez-vous, on va parler. Et après, il me montre ça et je me dis vraiment, quand c'est ça, rien, vous me fatiguez.
Et donc, ouais. Toi, tu es aussi auteur de jeu, hein, pas à ton temps perdu. Ça te correspond aussi, ce type de jeu, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Moi, c'est vraiment mon type de jeu, du familial, une demi-heure, trois quarts d'heure, mais où la solution pour avoir des points n'est pas évidente. Et donc là, et surtout, il n'y en a pas qu'une. Ouais, exactement. Il y a différentes façons de se développer, entre guillemets, et en même temps, ça reste aussi un jeu de cartes sur lequel la pioche, le hasard de la pioche va forcément avoir un impact sur la fin. Je veux dire, c'est pas un jeu sur lequel tu maîtriseras tout à 100%, mais par contre, pour autant, sur un ensemble de parties données, ça sera plutôt toujours les mêmes joueurs qui seront devant. Ou derrière. Nous, on s'est dit sur cette histoire on a beaucoup de chance, on a une communauté de joueurs qui aiment bien nos jeux et on essaie de leur être redevable en faisant des jeux de qualité. C'est les mêmes personnes qui vont jouer à Vision. C'est pas un jeu d'ambiance, on va pas faire du mime, etc. comme on peut le faire avec les mains. Pour autant, ça reste un jeu qui est très simple, qui est hyper grand public, dont les règles s'expliquent. Alors quand c'est Renaud en 5 minutes, moi je bafouille un peu plus, donc on va dire en 9. Mais c'est un jeu qui est très simple à comprendre. Voilà, donc au début on s'est dit tiens, mais c'est pas un jeu pour nous. Enfin, quand Renaud me l'a présenté, je me suis dit ah ouais, mais nous on fait pas trop ça. Et puis, mais viens, on refait une partie. Viens, on appelle Bruno et Florian, on essaie de faire un call. Et là en plus, Bruno a dit alors je vous avertis, il y a 17 éditeurs qui sont positionnés sur ce jeu. J'ai dit il nous le faut absolument. Alors là, on rentrait dans une compète. Moi, j'ai fait à la compète. Julia Simon, voilà, on revient sur le biathlon. Non, mais voilà, dire 17, tu exagères un peu. Non, tu m'as dit 16 ou 17. 13. Je sais plus si c'est 13. Ils avaient dit 13. Ils avaient dit 13. Oui, je veux pas te revenir sur tes noms. Je viens du sud de la France, donc un 13 devient 17, tu vois. Mais j'étais pas. Mais bref, en tout cas, non, on s'est dit le jeu est chouette. On a envie d'y jouer, on a envie d'y rejouer, et on s'est dit on a envie de mettre aussi le paquet sur le graphisme pour rendre aux auteurs, enfin faire honneur au travail autoral. Et franchement, Sepiu, elle nous a pas déçus. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que cette description qui est pas très très Parce que je connais mon gars Bruno, hein, quand même, normalement dans les descriptions, il glisse une ou deux bêtises. Tu l'as contrôlé, Nicolas ? Tu l'as empêché de mettre des bêtises ? Ah ouais, je l'ai pas laissé parler. Sinon, il y avait que des bêtises. Mais je me doute, hein, j'imagine que la première biographie qu'il t'a envoyée n'était pas tout à fait celle-là. Non, en plus c'est pas vrai. Je crois que c'était quand même lui. Il s'est retenu. C'est vrai. Il était timide. On se connaissait pas bien. Parce que là, il a mis de l'emphase, mais quand même. Le prochain jeu qu'on calme, fera ensemble, il faudra plus contrôler. Tu vois. Moi, je m'attends toujours à une petite bêtise à l'intérieur. Moi, parce que maintenant, de plus en plus, les éditeurs te demandent de faire une biographie. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me, à la fois qui me surprend et puis qui me met pas à l'aise, parce que j'estime que c'est pas à moi de faire ma biographie. Oui, c'est toujours bien. Et donc voilà. Et puis à un moment donné, ça veut dire que de toute façon, comme d'un jeu à l'autre, moi j'ai pas changé. Ça veut dire que tu vas réécrire toujours la même chose, donc ça n'a aucun sens pour moi. Et donc du coup, je fais une biographie différente à chaque fois. Donc en fait, j'ai un passé différent à chaque fois. Ouais, et c'est ça qui est drôle, parce que du coup, sur les festivals, en fait, il y a même des gens qui les prennent au premier degré et puis qui viennent me questionner dessus. Alors du coup, je les conforte dans cette idée. Toujours, voilà. Donc en fait, j'ai plusieurs vies. Ouais. Et à un moment donné, mais celle-là, c'est la vraie, je crois quand même, parce que Bruno suit d'abord un parcours classique composé d'études scientifiques et de métiers sérieux. C'est dit avec humour, mais c'est vrai. Alors ça, c'est pas faux. Ouais. Et en 2004, Bruno décide que le sérieux a assez duré, plaque tout et devient alchimiste ludique. C'est imagé, mais c'est vrai. Si ce n'est que j'avais pas tout plaqué, c'est mon métier qui m'a plaqué, c'est différent. C'est pas vrai. Ouais. Bon, ok, mais je fais un peu ça aussi. Les dernières biographies que j'ai écrites. T'enjolives, bien sûr, t'enjolives. Ah non, moi je dis n'importe quoi. Non, c'est pas enjoliver, c'est mentir en fait. Moi je préfère mentir. Ok, carrément. Je crois que la dernière que j'ai fait, ça devait être sur Behind. J'ai une de mes biographies dans laquelle j'explique qu'en fait mon vrai nom c'est Hervé Grobert. Oui. C'est Hervé Grobert parce qu'en fait moi que le jour je suis épicier à Charenton parce que j'avais promis à mon père sur son lit de mort de reprendre l'épicerie familiale, et puis que la nuit je fais des jeux. Ok. Et en fait, il y a des gens qui sont venus sur Cannes me dire bravo pour l'épicerie. Enfin, c'est ça. Alors mon père est vivant, il va très bien, mais. Et du coup, ils cherchaient l'adresse exacte de l'épicerie parce qu'ils ont la famille à Charenton. C'est ça qui est rigolo, quoi. Et moi, je l'ai fait sur Behind où j'ai marqué, je crois, peut-être je me trompe de jeu, mais c'est pas grave, où j'ai marqué que dès l'enfance, Martin se passionne pour le sport et note tous les résultats sportifs dans un petit cahier. Ouais. Et donc je fais tout un paragraphe dessus, puis à la fin je dis plus tard je fais des jeux. Et il est où, ça y est ? On s'amuse. Je suis curieux. Alors ma maison a brûlé, avec toute ma famille quand j'étais plus jeune.
On appelle ça une crémation. C'est seulement t'avais pas laissé ouvert le feu. Tout est vrai, sauf que ma famille a eu le temps de sortir. Mais ils étaient quand même dedans. Et donc j'ai perdu tous ces souvenirs d'enfance, je les ai plus. S'il y a eu vraiment eu des cahiers, enfin on s'en fout. Hein, c'est pas non mais c'est vrai, un incendie c'est un petit traumatisme. Tu m'étonnes. Et j'ai perdu pas mal de trucs que j'avais stockés là-dessus. Et puis ton chien. J'ai jamais eu. Non, je crois qu'il faut pas rigoler, surtout sur les incendies en ce moment. C'est pas un sujet sur lequel il faut faire des blagues ou c'est faux. On va attendre encore quelques mois avant de se lancer dans les blagues d'incendie pour l'instant. Il n'y a pas de condoléances parce qu'il n'y a pas eu de. C'était sur l'histoire de. Il y a eu des brûlures, mais il n'y a pas eu de. C'était le père de Bruno. À Charenton. On continue. Non, mais là, il n'y a rien de triste du tout. Une maison qui a brûlé, c'est tout. Mais rien de dramatique humainement. On continue cette émission. Alors, on va arriver sur la minute culturelle. On arrive sur la fin de l'émission, hein, justement. J'ai cru qu'il allait dire en chanson. En comédie musicale. On enchaîne. On n'avait pas d'autres annonces à donner sur 2026 chez Olema. Si, on a d'autres surprises qui arrivent. Ah ouais, si, alors. Oui, si, on peut en parler. On a un jeu qui revisite le petit bac qui sort cet été, dont on est extrêmement fiers. Tu vas me dire, le petit bac, Nicolas, vraiment? Le petit bac, Nicolas? Non, mais ça va pas. Alors, vraiment, il y a 1000 jeux. Bah oui. Ouais, mais celui-là, enfin, les autres aussi. Celui-là est vraiment bien. Et donc, c'est Paul-Henri Arjeux, l'auteur. C'est comment? Paul-Henri. Paul-Henri, c'est le fameux Polo. Qui avait sorti Flowers il n'y a pas si longtemps et où moi je m'étais dit, ce jeu j'aurais bien aimé l'éditer parce que vraiment addictif dès la première partie. Donc quand il est venu nous proposer un jeu, je dis, ça me plaît beaucoup. Et quand tu vois les chiffres de vente des autres jeux de petit bac, je dis, on va quand même le tester pour voir comment il se différencie. Ah, j'adore le petit bac, hein, moi. Le jeu est hyper chouette. Et dans le parcours de Paul-Henri, je comprends comment dans un jeu comme ça, il a été capable de faire un jeu qui se différencie vraiment. Paul-Henri, il est donc professeur au collège, enseignant au collège. Il a réussi à convaincre l'académie d'utiliser le jeu comme une manière éducative pour ses enseignants, sachant qu'il est, pour ses élèves, sachant qu'il est élève Ulysse, je crois on dit, c'est ça, donc des élèves porteurs de handicap. Et du coup, il a une armée de bêta-testeurs à chaque fois qu'il fait un jeu grand public. Et mine de rien, les collégiens, on le connaît tous, c'est quand même une population qui est sans pitié et sans filtre, et donc du coup son jeu il est vraiment bien parce qu'il a été testé. J'ai la même. Oui, non mais c'est bon, il y a Bruno qui me glisse des blagues avec les yeux. T'as pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Non, on reparle d'incendie sinon, s'il vous plaît. Mais et donc en fait, c'est un petit bac où le principe va être, c'est un mi-chemin entre un twister et un petit bac, parce que t'as des cartes et t'as des lettres, il faut taper sur la lettre quand t'as une idée, et au fur et à mesure les gens autour de la table tapent, et donc les possibilités de réponse disparaissent, et quand il n'y a plus de réponse possible, les gens qui ont tapé sur une lettre récupèrent cette lettre comme point. Comme tu le vois, je l'ai pas encore énormément pitché. Donc ouais, mais moi ça me donne envie, là j'ai envie d'y jouer. J'adore le petit bac. Il est vraiment très bien. Moi j'ai envie de taper. T'adores taper. Et donc voilà, on va le sortir cet été et on est très fiers du jeu, et on va vous revoir enchaîner. Et la boîte va être très très belle encore une fois, parce qu'on se dit que faire des beaux jeux en plus de faire des bons jeux, c'est une direction qu'on a envie de prendre. Donc ça c'est notre première actualité. Et écoute, si tu reviens cet été pour parler de ce jeu-là, je pense que ça peut valoir le coup d'essayer d'organiser un truc sur notre future sortie sur le biathlon là. Il y a du biathlon d'été ici. Ouais, très bien, tu vois, on s'organise ça. Exactement, on en parle. Oui, ça s'appelle la chasse. Et on a un autre jeu musical qui arrive cet été. Tu vas me dire, on a déjà parlé, Nicolas, tu radotes. Mais non, je radote pas. Il y a un autre jeu qui s'appelle Soundtrack, qui est écrit par Romary Gallonnier et Charlotte Dion, plus connue pour son pseudo Charlie de la chaîne YouTube Charlie et ses Kids. Et son pseudo Céline aussi pour ses chansons. On relève. Non, juste passe à la suite, s'il te plaît, Nicolas. On coupera au montage pour les rediffuser. Et c'est un jeu où on va partager des musiques. Qui est génial. Voilà. Vu que je ne sais pas exactement comment le pitcher là tout de suite maintenant, je ne vais pas le pitcher, je vais laisser le suspense. Il y a un peu l'histoire de sa playlist personnelle, hein, c'est ça? En fait, le principe du jeu, c'est vraiment de se partager ses musiques. Sa musique du moment, ce qu'on a envie de montrer aux autres. Ouais. Et le jeu est un prétexte pour ce but-là, tout en étant drôle, tout en étant convivial et plaisant. C'est une sorte de top 10 musical. Oh. Ouais, je balance des gros noms là.
Encore un jeu qu'on aurait rêvé d'éditer, comme tous les éditeurs. Top 10 est vraiment exceptionnel. Il est encore temps, il y a des éditeurs qui le font, qui disent c'est super, Top 10, je vais le faire. Ils changent 2 mots, 2 lettres et un dé qui rajoute. J'ai trop de respect pour Mathieu pour faire ça. Et puis quand il y a un bon jeu qui sort, il est trop bien, Soundtrack. Et ce dont je me rappelle, c'est qu'on avait présenté Soundtrack en même temps que DJ7 aux équipes de BlackRock, en leur disant on a des pépites là, on a des pépites dans le pipe. Et les équipes BlackRock préféraient Soundtrack à DJ7 à l'époque. Et donc pour dire, il est vraiment très bien ce jeu. Donc là, cette année, honnêtement, c'est le Real de Madrid, là, l'équipe qu'on aligne entre Vision, DJ7 2, Soundtrack et Nutrush, qui est le jeu de Petit Bac. On a que des jeux. On n'avait pas prévu d'en faire autant cette année. On n'en fera pas d'autres parce que 4, nous, on est épuisés. Mais les deux sont trop bien. Combien de personnes dans l'équipe de l'EMA ? 5, tu vois. Ça fait 10 mains. Ça fait 10 mains. Pardon. Je l'avais vu venir. C'est fou. Moi, j'ai envie de jouer à tout ça de toute façon. Soundtrack, on y a déjà joué, il me semble. On y a déjà joué. Mais oui, mais toi, hier soir, tu regardais le match de rugby, donc en fait, t'as raté les 2 jeux. Mais bon, la France a gagné, donc grâce à ton soutien actif. Mais oui, tu as déjà joué, mais tu n'as pas vu les visuels qui sont... non, j'ai pas vu les visuels, mais peut-être tu m'autoriseras à regarder là tout de suite, juste après l'émission. Merci. Mais je veux tout faire dans la vie. Je veux regarder et les matchs de rugby. C'était pas mal. C'était bien. On s'est bien amusé quand même. Voilà. On a hâte de découvrir ces jeux, on a hâte de vous les faire découvrir aussi, tout simplement, de pouvoir les montrer, d'en parler davantage. Il y a une très belle année 2026 qui se prépare aussi, parce qu'en fait, c'est 2026, DJ7 est sorti fin 2025, mais il fait sa vie en 2026 très largement, donc c'est tant continuer d'en parler, bien sûr. On va terminer cette émission avec la fameuse minute culturelle. Est-ce que vous avez préparé des petites choses ? Est-ce qu'on vous a briefé là-dessus ? Oui, moi j'ai un spectacle. Vous la connaissez pas. T'as un spectacle ? Hop. Que tu vas nous faire toi ? Exactement. Non, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. J'ai rien. Qui a une minute culturelle à partager avec nous ? Alors moi, si tu veux. Ouais, vas-y. Donc récemment, je suis allé au cinéma et je suis allé voir Le Mage du Kremlin. Le Mage du Kremlin, ça je n'ai même pas entendu parler. Donc Le Mage du Kremlin, c'est un film qui est basé sur un bouquin et en fait qui raconte l'histoire de quelqu'un dont le nom russe m'échappe parce que c'est des noms compliqués, mais qui est quelque part la personne qui a contribué à l'ascension de Poutine en Russie. Et cette histoire est tout simplement passionnante. Alors le film dure 2h30. C'est un peu long entre guillemets, mais par contre tu vois pas le temps passer. Le premier quart d'heure est un peu déconcertant parce que comme il y a une sorte de narration parce qu'on raconte l'histoire de ce personnage et il y a beaucoup de scènes sur lesquelles en fin de compte t'as une voix off qui explique des choses et tout ça. Et c'est hyper bien joué, c'est hyper bien documenté, et ça te permet aussi d'avoir un autre regard et de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, en fin de compte, et comment on en est arrivé là, et quelle peut être d'ailleurs la vision du peuple russe sur ce qui se passe en Ukraine, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Avec un Poutine Jude Law qui est impressionnant. Exactement, ouais. Je vous montre des images très rapide, vous irez voir vous-même la bande-annonce parce qu'on se fait striker à chaque fois qu'on monte une bande-annonce sur la chaîne. Mais... Attends, c'est un truc de fou. Moi, j'avais lu le livre, j'ai pas vu le film. Là, Jude Law, il est méconnaissable. Et j'ai vraiment trouvé ça tout aussi intéressant qu'un peu glaçant, on va dire. Mais voilà, c'est Vadim Baranov, tu vois, t'as un commentateur. Ouais, Vadim Baranov, c'est ça, exactement. Eh ben écoute, ça me donne envie de le voir. On a Guillaume qui n'a pas aimé sur le chat. Il voit tous les films, Guillaume. Il a un avis sur chaque film. Mais il a le droit de pas aimer. Bien sûr, évidemment. Est-ce que tu as un conseil culturel à nous donner, Renaud ? Toujours. Je vais faire un mini aparté pour répondre à une des questions du chat. Oui, Vision sera en avant-première au Fiège et donc on pourra y jouer. Il y aura un énorme stand pour Vision et ce sera trop bien. Et on pourra l'acheter. Là, c'est le commercial qui parle. En minute culturelle, je pourrais parler de la BD de la quête des Willan que j'adore et que je suis en train de lire. Mais j'ai déjà parlé de ça la dernière fois. Oui, que j'allais dire à chaque fois. Donc je vais parler d'autre chose. Là, en ce moment, je suis j'écoute beaucoup Lisa Pariente. Donc je sais pas comment ça se prononce, exactement comme ça.
Et Non, sa je chanson Ta couleur préférée, Alors tu sais pas comment ça se prononce et moi je sais pas comment ça s'écrit. Lisa Pariente. Pariente, on va Voilà, voir. exactement. Waouh! Je vous montre la page Google. Parce que là, les chansons, ça va être compliqué. Ouais. Et donc, Ta couleur, c'est chanson française, un peu dépressive. Ah! Ouais, donc vraiment bien, on est sur du bonheur. Qui parle de thèmes où j'ai pas l'impression de l'avoir entendu ailleurs. Par exemple, là, Ta couleur préférée, c'est une nana où ça fait 10 ans qu'elle est avec son copain et ils viennent de rompre. Elle est un nouveau date et elle fait j'ai vraiment du mal à m'intéresser parce que savoir que ta couleur préférée, alors que juste avant on parlait d'enfants avec mon mec, vraiment ça me captive pas. Ouais. Et donc ce sujet-là de comment rebondir, de comment le refaire, je l'ai pas vraiment entendu ailleurs. Il y a une autre chanson que je trouve magnifique, Ruelle sombre, mais qui n'a pas forcément des thèmes qu'on peut dire sans être striké. Ouais, non, donc je vais pas plus évoquer que ça, mais qui est magnifique. Ok. Bref, 2-3 chansons comme ça. Ruelle sombre, le titre. Oui, on se doute du thème. On a Ouais. compris, ouais. Okay. Voilà, donc Lisa Pariente que j'adore. Ok, moi je connaissais pas du tout, donc ça sera l'occasion d'écouter et puis de. C'est le but de la minute exactement. culturelle. Ouais, t'as compris tout. Est-ce que tu as une minute culturelle à nous partager, Nicolas? Bien sûr. Alors moi, j'ai 2 enfants en bas âge, donc les livres en ce moment un peu limités à part La Reine des Neiges, donc on va pas parler de ça. Mais dans une semaine, c'est les Victoires de la musique, qui est un show que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est suffisamment grand public. C'est un peu comme les As d'or dans la musique. Non, mais c'est suffisamment grand public pour pas être un truc un petit peu trop snob et en même temps ça reste un peu exigeant. J'ai plus de plaisir d'ailleurs à les écouter maintenant qu'il y a 10 ans. Moi je suis d'accord. Rien ne me plaisait et du coup ça m'a embêté un peu et j'ai plus de curiosité sur les créations actuelles. Et donc de la même manière que je dis qu'il y a 14 médailles pour la France en biathlon, je pense que cette année va être le raz de marée Théodora que je me force à mettre par la fenêtre, par la porte, par la cheminée dans le DJ set numéro 2 parce que je suis persuadé que c'est de la musique urbaine grand public, un peu comme l'était Aya Nakamura à sa sortie. Et on a besoin dans un jeu comme DJ Set de toucher toutes les générations, donc on a besoin de toucher les jeunes comme de toucher leurs parents ou leurs grands-parents. Le problème c'est quand tu vas chercher des rappeurs, les rappeurs, alors oui il y a plein de mots qu'ils prononcent, donc c'est facile de mettre, mais en fait et puis si t'aimes pas le rap c'est un phrasé qui est un peu compliqué. Théodora, le phrasé il est entraînant, mais avec un vocabulaire comme Aya Nakamura qui est le sien, avec des influences qui sont françaises et internationales, et des thèmes elles aussi qui sont pas j'adore ce qu'elle fait donc voilà, j'ai peut-être 15 ans de trop parce que normalement son audience, celle qui est allée voir dans les concerts globalement tu fais ce que tu veux ils ont 20 ans de moins que nous, mais et je pense qu'elle est nominée 5 fois et potentiellement elle va tout gagner. Ah ouais. Oh là là, dis donc, on a des annonces. Ok, je suivrai ça, je penserai à toi. Tu penses qu'elle va avoir une médaille en biathlon? Non, mais je sais pas, parce que... Elle va tout gagner. Ça serait chouette. Les 29 médailles. Donc c'est un peu du rap quand même ou... Non, c'est... je sais pas comment... ils disent chanteuse et rappeuse franco-congolaise. Ouais, c'est pas trop du rap parce qu'elle a une voix très très aiguë. Elle a fait Non, mais tout le monde connaît, elle a fait un titre qui est numéro 1 des écoutes en ce moment en duo avec DC's, que nous, notre génération de vieilles personnes, on connaissait sous le nom de DC's La Peste. Il y a 20 ans, et sa chanson Mélodrama est numéro 1 des écoutes, donc tu l'as entendu. C'est quand même assez chanté. D'accord. Non, je serais curieux, de toute façon je regarderai parce que ça m'amuse et je suis curieux de savoir ce que c'est. Du coup, je vais me documenter scientifiquement. Je suis pas très sensible au râpé, moi, même en fromage, c'est pas ce que je préfère. Punaise, c'est drôle parce que DC's, tu sens en effet, j'ai dit DC's La Peste, et là il y en a déjà 2 qui parlent de sa chanson de l'époque. Ouais. Ah ouais. Mais si je pète les plombs, il arrive au McDo à 11h59, elle lui dit à midi le McMorning c'est fini. Et du coup, bref. Ok. Désolé, je t'ai coupé. Non, c'est pas de. Là, d'habitude j'enchaîne, mais là je laisse la minute de silence parce que la minute qui suit des paroles de Dizzy La Peste. On reviendra plus, je crois. Là, je dépasse. Pardon, j'ai pas du tout cette culture-là. Je suis nul et j'en suis pas fier. Mais c'est quand même la fin de cette émission, j'ai l'impression. On arrive à la fin de ce vendredi. On a fait énormément de séquences pendant cette semaine. Elle a été un peu dingo, puisque au final, ça fait 8 matinales qu'on a enchaînées en 5 jours. C'est un peu foufou. Il y en aura beaucoup moins la semaine prochaine, puisqu'on n'a qu'un seul invité sur nos matinales d'un monde de jeu.
quand Michel Jonas sera du rap. Il a un peu tout fait, Michel Jonas. Il a fait du scat. C'est pas très loin du rap. Ok. Arrêtez de me critiquer, Michel Jonas. Attention. Hein. Merci beaucoup de votre venue. Merci beaucoup pour les présentations de ces jeux. Nous, on a hâte d'y rejouer et de jouer aux autres qui vont arriver parce que c'est une très très belle année, on l'a compris, 2026 pour Olema. On vous retrouvera évidemment à Cannes sur le stand. Bien sûr. Absolument. 809. 809, Ouais. retenez-le. Emplacement Sinon, de sur place, dingue vous cette pourrez- année. On est trop bien placés, on C'est est vrai trop contents. Ouais. C'est mémotechnique 7, 8, 9. Ouais, C'est au voilà. moins un, ça C'est au moins un juste en face du stand BlackRock. Je sais Ouais. pas comment on a réussi C'est à facile. choper cet emplacement-là. On est trop contents. Donc ceux qui viennent à Cannes ne peuvent pas nous louper parce que tout le monde va passer devant nous. On viendra à Cannes et on vous loupera pas. Mm. Ça, on vous le promet. C'est la fin de cette émission. On vous souhaite à tous un bon week-end. Hein, pour ceux qui partent en week-end, comme j'ai cru comprendre, la plupart des professionnels s'arrêtaient le vendredi à 10h souvent. Bah, c'est bientôt votre week-end. Qui fait ça? Ah bah nous, quand on envoie un mail le vendredi matin, on n'a pas de réponse avant le lundi Ok. soir. Bonne journée à tous Bonne journée. Salut. et à très bientôt.